Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Sabrina Van Tassel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes franco-américaine, journaliste, réalisatrice et vous venez nous parler d'une Américaine de 53 ans qui s'appelle Melissa Lucio. Elle est dans le couloir de la mort au Texas et pourrait être exécutée dans 14 jours exactement, le 27 avril prochain. C'est à son affaire que vous avez consacré le document qui a changé sans doute la sienne et peut-être la vôtre également et qui s'appelle « L'État du Texas contre Melissa ». Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette affaire, on va peut-être commencer par la rappeler ensemble. On est en 2007. La petite fille de Melissa Lucio, qui s'appelle Maria, qui a 2 ans, est retrouvée morte dans son sommeil. Elle a le corps couvert d'ecchymose. Exactement. Donc en 2007, ils arrivent sur place et ils trouvent une enfant morte, couverte de bleu. Ils se disent c'est forcément la mère. Et là, il n'y a plus d'enquête. À ce moment-là, le sort va s'acharner contre Melissa Lucio, c'est-à-dire qu'elle va être interrogée par la police pendant 6 heures, sans avoir possibilité d'aller aux toilettes, d'avoir un verre d'eau, de quoi que ce soit. Et elle, qui n'a jamais en fait eu affaire à la justice de sa vie, va se retrouver harcelée, vraiment, c'est le terme, par 5 policiers armés qui vont lui extorquer des aveux. Et à la toute fin, 15 minutes avant, au bout de 15 minutes, elle va finalement dire oui, je suis responsable. Je pense que je suis responsable. Voilà. Et là, c'est la machine qui se referme, le piège judiciaire qui se referme sur elle. On va y revenir dans un instant. Pour comprendre cette affaire et ses enjeux, il faut peut-être dire quelques éléments de la vie de cette femme, Melissa Lucio. Melissa, comme beaucoup de condamnés à mort d'ailleurs, coche toutes les cases de la victime idéale. Elle est latino, elle est pauvre, elle a trop d'enfants, elle a eu 14 enfants au total. En fait, elle était enceinte de jumeaux quand la petite fille est morte et pendant ses interrogatoires. Elle est toxicomane. Toxicomane. Donc effectivement, tout ça va jouer contre elle. Mais à ce jour et au moment du procès, il n'y avait aucun témoin. Aucun témoin. Instruction à charge, effectivement, parodie de procès dans un contexte politique particulier qu'on n'a peut-être pas le temps de détailler ici, avec un avocat commis d'office qui fait très peu cas pour le coup de sa cliente et qui effectivement ne permet pas à ses propres enfants et à ses proches de témoigner en sa faveur. Et donc à la fin de ce procès, si on peut l'appeler comme ça, condamnation à mort. Exactement. Et puis un procureur en pleine réélection qui va se servir du cas de Melissa Lucio et qui est aujourd'hui lui-même en prison. Il a pris 13 ans pour corruption pot de vin et un avocat commis d'office qui a été travaillé pour le procureur juste après le procès. Donc évidemment, tout ça est énorme. En France et en Europe, il y aurait, ça poserait un vrai problème. Aux États-Unis, malgré tout ça, elle est toujours dans le couloir de la mort. Et donc c'est un problème. L'histoire ne fait pas grand bruit pendant des années. Et puis, vous commencez à vous intéresser à cette affaire. Comment est-ce qu'elle est entrée dans votre vie? Moi, je faisais un reportage sur les femmes condamnées à mort pour une chaîne française. Et puis, j'avais prévu d'interviewer 2 femmes dans le couloir de la mort du Texas. Une d'entre elles était Melissa Lucio. Et c'est vrai que sur le moment, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à dire sur elle. Personne ne s'était intéressé à cette histoire. Et ça semblait un banal cas de maltraitance, quoi. Et quand j'arrive sur place, en fait, je découvre tout ça. C'est-à-dire un procureur en prison, un avocat commis d'office qui est lui-même travaillé pour le procureur. Aucun des enfants qui n'a eu le droit de témoigner à la barre. Ils disent tous que leur mère a toujours été une bonne mère et qu'elle n'a jamais été Exactement. Violente. Un de ses fils dit même qu'on a la vidéo filmée de l'interrogatoire quand il a 9 ans, qu'il a vu sa petite sœur tomber des escaliers. Melissa Lucio le dit depuis le début. Et puis malgré tout ça, en fait, il n'y a rien. Et puis vraiment, le moment où moi je la rencontre, je me dis que vraiment il y a un problème. Donc en 2020, après 2 ans d'enquête, votre documentaire sort d'abord aux États-Unis. Vous y montrez les failles béantes de la procédure, on vient d'en parler, et puis vous apportez des éléments à décharge autour, effectivement, de la question de cet escalier dont la petite fille serait tombée, ce qui lui aurait peut-être provoqué un trauma crânien et donc qui aurait pu expliquer les ecchymoses et ensuite le décès, ce qui n'a pas du tout été mis à jour lors de la procédure et de l'enquête. Pour vous, il n'y a aucun doute, à ce stade, il s'agit d'une erreur judiciaire? Pour moi, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. De toutes les façons, elle n'avait même pas eu le droit d'avoir des spécialistes qui ont témoigné à son procès. Son procès était entièrement à charge. Elle n'a eu, je crois, que 3 personnes qui ont témoigné en sa faveur.
Alors les appels depuis, donc elle a été condamnée en 2008. Les appels ont été rejetés les uns après les autres. En revanche, les appels du grand public à la clémence se multiplient, particulièrement depuis que votre documentaire est sorti. Kim Kardashian plus récemment, c'est peut-être plus anecdotique, quoique, mais aussi il y a quelques semaines encore des élus républicains que l'on connaît plutôt favorables à la peine de mort. Ici en France, il y a 2 anciens gardes des Sceaux qui militent aussi pour la clémence à l'égard de Milicia Lucio. Il y a Christiane Taubira et l'homme qui incarne ici en France l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter. On va l'écouter. Je demande aux autorités texanes l'avis de Melissa. Agir autrement, ce serait bien sûr un sacrilège, bien sûr un attentat à ce qu'il y a de plus sacré, et je dois le dire au terme de mon existence, une révoltante injustice qui déshonorerait l'État du Texas qui n'en a nul besoin dans ce domaine. Des mots de Robert Badinter qui résonnent aussi parce que le débat politique est celui qu'il est en ce moment en France. Fin de la parenthèse, la date d'exécution de Milicia Lucio a été fixée au 27 avril prochain. Est-ce qu'il y a encore une chance pour qu'elle n'ait pas lieu? Oui, il y a une chance parce que le bureau des pardons doit donner un avis favorable ou défavorable au gouverneur. La quasi-totalité du Congrès du Texas s'est positionnée contre l'exécution de Milicia Lucio. Vous l'avez rappelé, des célébrités s'élèvent. Il y a une pétition qui a plus de 250 000 signatures sur Innocence Project, une des plus grosses organisations pour les condamnés à tort. Quelque part, en fait, Milicia Lucio incarne tous les condamnés à tort qu'il y a en ce moment aux États-Unis depuis plusieurs années. Et donc, en fait, je pense que les gens aux États-Unis n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, en fait, de voir qu'on s'en prend toujours aux plus pauvres, en fait. On s'en prend toujours aux minorités. Et il n'y a, moi, de mon enquête, je peux le dire, qu'il n'y a personne dans le couloir de la mort qui ne soit pas pauvre ou qui fasse partie d'une minorité. Pour qu'on comprenne bien, les cartes là sont dans les mains du gouverneur du Texas. C'est lui qui peut... Absolument. Le gouverneur ou le nouveau procureur qui, hier, a dit qu'il n'arrêterait pas l'exécution. Vous l'avez vu il y a 2 mois, je crois. Vous l'avez vu régulièrement, bien sûr, ces 4-5 dernières années. Donc on rappelle qu'elle vient de passer 15 ans dans le couloir de la mort. Comment est-elle? Comment va-t-elle? Melissa est quelqu'un qui garde la foi et qui reste quelqu'un de très calme et très posé, très positif quelque part. Elle ne se laisse pas en fait aller dans le désespoir. Elle a réussi à survivre toutes ces années, je ne sais pas comment. Il faut dire qu'avant le film, elle n'avait aucune visite. Elle ne recevait aucun courrier. Donc du jour au lendemain... Pas de ses enfants non plus. Hein. Et de ses enfants, quasiment pas, parce qu'en fait, vu qu'elle était accusée d'infanticide, elle n'avait pas le droit d'avoir de visite de ses enfants tant qu'ils étaient mineurs. Qui ont été placés d'ailleurs... Et qui ont été placés un petit peu partout au Texas. Donc c'était extrêmement dur pour elle. Et puis du jour au lendemain, le film est sorti. Elle a commencé à avoir... un soutien incroyable, des gens, des milliers de personnes qui lui écrivent. Et donc, en fait, elle, ça lui a donné vraiment un espoir très, très grand. Encore aujourd'hui, elle le garde. Elle est morte de peur, bien évidemment. Mais on va dire qu'il y a quelques semaines, quand j'ai passé quelques heures avec elle, elle restait quand même confiante et positive. Ça ressemble à quoi, la vie d'une femme dans un couloir de la mort au Texas aujourd'hui? Eh bien, ça ressemble à l'isolement total. Quand on est dans le couloir de la mort, on est considéré comme une des personnes les plus dangereuses de la société, tellement dangereuse qu'on ne peut pas être avec le reste de la population carcérale. Et donc, elle est seule 24 heures sur 24, même quand elle va dehors, en fait, en promenade, elle est seule. Donc, comment ne pas devenir folle dans une situation pareille? Elle a réussi en trouvant la foi, en écrivant. Elle écrit des poèmes magnifiques. Voilà, elle a réussi à se dire aussi et c'est ce qu'elle m'a dit, que même si elle était exécutée, son affaire servirait à d'autres. Des poèmes qu'elle lit dans votre documentaire, c'est très touchant. En parlant de se toucher, d'ailleurs, je crois que la visite des élus républicains il y a quelques semaines, ça a été la première fois qu'elle a été physiquement touchée, vraiment littéralement, depuis des années.
Ouais. Si les grâces sont rejetées, on rappelle qu'aux États-Unis, ça peut être quelques minutes à peine avant que l'exécution ait lieu. Vous serez le 27 avril, Sabrina Van Tassel, sur place, parce qu'elle vous a demandé d'être parmi les témoins de son exécution. J'imagine que c'est une décision qu'on prend avec une gravité. À quel titre serez-vous là-bas ? Moi, je serai là-bas parce qu'elle me l'a demandé. Elle m'a dit « Tu es la première personne à m'avoir cru et je veux que tu sois avec moi ». Et c'est vrai qu'on a tissé des liens tellement forts de toutes ces années que je pense vraiment... Enfin, je veux dire, personne n'a fait une enquête comme moi j'ai fait sur toutes ces années sur elle. Et je lui ai dit que de toute façon, je serais avec elle jusqu'au bout. Et donc, c'est sûr que j'y serai. Je serai avec elle, je serai avec ses enfants. Et puis, on va espérer. Moi, j'y crois. Hein. De toute façon, je suis un peu comme ça, j'arrive pas vraiment à réaliser. C'est dur de se dire que ça peut se passer. Mais moi, j'y crois. Je crois que même si c'est quelques minutes avant, j'y croirai jusqu'au bout. Il y a demain un rassemblement prévu, donc demain jeudi à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville à 18h30 pour le comité de soutien. J'imagine que vous en serez, pour ceux qui souhaitent s'y rendre. Merci beaucoup. Je renvoie donc à ce documentaire, si cette histoire vous intéresse, qui s'appelle « L'État du Texas contre Melissa », qui est disponible sur Canal+, me semble-t-il. Tenez-nous au courant, bien sûr, et on va suivre depuis Paris cette affaire. Merci encore d'être venu nous en parler ce matin dans Paris Direct.